Serge Haribo, UGTM. Ah, c'est vrai que nous sommes en direct Facebook, c'est vrai que nous sommes déjà à l'antenne, c'est monsieur Serge Haribo de l'UGTM. Santé que nous recevons ce matin sur le plateau de Zouk Télévision pour faire un petit peu le point sur la situation sanitaire, la situation au CHUM, pas seulement le CHUM, dans ce secteur médical. Bonjour Monsieur Haribo, merci d'avoir une fois de plus accepté de venir nous donner quelques informations. Oui, c'est toujours avec grand plaisir qu'on vient pour apporter un certain nombre d'informations, d'éclaircissements aussi sur l'actualité, et parce que le secteur de la santé est toujours d'actualité, on en parle toujours plus que jamais, oui. Puisqu'on est toujours dans le cycle d'évolution du Covid. D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont moins bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises, voire très mauvaises? Puisque, à partir du moment où le président de la République française, Emmanuel Macron, a sorti sa phrase « Je veux emmerder les non-vaccinés », j'ai l'impression que la pression s'est encore accrue sur les non-vaccinés. Oui, alors il y a une chasse aux non-vaccinés, parce que c'est bien ça qui est en train de se produire. Quand on dit qu'on veut, entre guillemets, emmerder les non-vaccinés, mais c'est plutôt, quand on regarde beaucoup plus loin, c'est mettre en place un système de contraintes avec le pass vaccinal, l'obligation de devoir le présenter partout, et on ne sait pas quelle dérive encore il y aura. On est parti sur l'obligation d'un vaccin, on arrive aujourd'hui à un pass vaccinal, demain ce sera un pass social qui donnera accès ou pas à un certain nombre de dispositifs qui normalement étaient légaux et qui étaient donnés à partir du moment qu'on remplissait les conditions. Donc là, l'une des conditions supplémentaires que nous voyons, parce qu'on essaie toujours de voir au plus loin possible, dans la volonté de ce gouvernement, c'est d'imposer que la population soit vaccinée pour accéder à un certain nombre. Là, ce sont des loisirs, ce sont un certain genre, mais les avantages sociaux, là, c'est vraiment autre chose. Donc c'est bien ces libertés-là que nous pensons qu'il faut défendre. La possibilité d'avoir la distribution sociale pour tous quand on en a besoin. Il n'est pas normal que l'on impose autre chose que la situation sociale de la personne. Alors Martin Hirsch disait sur une des chaînes françaises hier que les non-vaccinés, il faudrait les interdire de soins. Alors bien sûr, ça provoque un tollé parce que les gens ne comprennent pas, même des médecins sont montés au créneau pour dire que c'est n'importe quoi. On ne peut pas aujourd'hui dire on ne va pas soigner les non-vaccinés. Qu'est-ce que vous en pensez de la sortie de M. Hirsch? Déjà, en premier lieu, l'abbé Pierre doit se retourner dans sa tombe. Parce qu'il me semble que Martin Hirsch était dans l'association. Oui. Donc ça c'est un premier lieu. Donc il y a des gens qui, à certains moments de leur vie, font semblant. Et lorsqu'ils arrivent à certains postes, ne font plus semblant. Donc Martin Hirsch, à mon sens, n'a pas sa place dans la mission de service public pour les soins. C'est une mission, et on le dit tout le temps, on dit que c'est régalien, non, c'est une mission qui est donnée aux établissements de rendre un service pour tout le monde à égalité de traitement. On ne doit pas regarder ni la religion, le cesse de le répéter, ni le niveau social de la personne, ni ses opinions politiques. On doit simplement prendre l'individu avec ses difficultés. Ne pas être vacciné n'est pas un critère. Bien au contraire. Il y a un médecin réanimateur, d'ailleurs, je crois, qui disait c'est comme si on demande aux gens qui ont un cancer des poumons, s'ils n'arrêtent pas de fumer, on ne serait pas soigné. Voilà, tout à fait. Donc, ou quelqu'un qui a un diabète, si vous continuez à manger trop, vous ne serez pas soigné. Alors que tout le monde a droit aux soins. Oui, mais quand vous avez le premier représentant de l'État qui emploie des termes que je vais emmerder, tous ceux qui sont en dessous se croient libérés de la retenue qu'ils devraient avoir, de la cohérence qu'ils devraient avoir dans leurs propos, et sont à l'emporte-pièce. Mais ils ne sont pas dans le rôle qu'ils devraient avoir au poste où est-ce qu'ils sont. Et j'espère qu'il y aura un nouveau gouvernement, j'espère qu'il y aura un nouveau président et qu'il y aura un coup de balai. Parce que c'est nécessaire, il faut retenir dans l'histoire ce genre de déclaration
qui est complètement à l'inverse. L'abbé Pierre était là pour les plus pauvres d'entre les pauvres. Monsieur Hirsch était dans son association. Et aujourd'hui, il est là pour les plus riches d'entre les riches. C'est la seule différence qu'il y a entre ce passage qu'il a fait dans sa vie. On va pas rester à discourir 50 ans sur ce qu'il dit, mais je crois que pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent sur Zouk TV, on a bien compris avec qui on a affaire et avec dans quel objectif. Parce que là, on est surtout dans un objectif politique. Il y a une échéance électorale qui arrive. On n'est pas dans une politique sanitaire. Et la politique sanitaire s'adresse surtout aux plus humbles et aux plus pauvres. Et là, non. Quand on parle de cette façon, non. Quand on enlève la possibilité, on a l'idée d'enlever la possibilité d'accéder à la vitamine D. Quand on a l'idée de supprimer le remboursement de l'ivermectine. Et comme ça gêne aussi de l'azithromycine. Non, on a un problème. C'est une orientation politique, mais c'est pas une politique sanitaire. On s'adresse pas à la santé des personnes. On peut d'ailleurs s'interroger sur un autre point qui a attiré mon attention lorsque j'entends que le Conseil constitutionnel dit qu'on n'aura pas besoin de passe vaccinal pour aller dans les meetings politiques. Un meeting politique où il y a à peu près aux alentours de 4000 personnes. Il faut présenter le pass sanitaire pour aller au cinéma, pour aller manger, des endroits où il y a très peu de personnes. Mais quand vous allez dans une salle où il y a 4000 personnes enfermées avec le froid en plus, vous êtes enfermés, apparemment, vous n'aurez pas besoin de pass sanitaire. C'est véritablement des histoires politiques, tout ça. Tout ça, c'est des choix pour privilégier l'orientation d'aller vers des élections, de reconquérir et de reconquérir des postes. Mais ça ne va pas dans le sens de la protection de la population. On l'a vu, on a organisé l'année dernière, il me semble, des élections. Et des élections dans les pires conditions qui ont donné lieu à des clusters, comme on dit, des contaminations. Déjà en 2020 avec les élections municipales. En 2020 avec les élections municipales aussi. Donc là encore, ou alors on a une cohérence dans les décisions. Comme on disait non au cinéma, ou alors dire aux gens que non, au bar il faut être assis pour pouvoir boire un café. Non, mais en France il y a quelque chose qui va pas. Hein. Mais c'est vraiment du délire. On a tous les exemples qui sont probants. Alors concernant la Martinique et concernant le CHUM, concernant le secteur médico-social ici, quelles sont les nouvelles, Monsieur Haribo, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas toutes les informations? Puisque peut-être qu'on n'a pas communiqué peut-être sur tout ça. Oui, c'est quotidiennement que le personnel, les professionnels de santé sont sous une pression administrative orientée vers la vaccination. D'ailleurs, il n'y a pas de rencontre pour l'organisation sanitaire sur le territoire. L'ARS est fermée depuis la semaine dernière, ils sont en visioconférence. Il a disparu, le directeur général de l'ARS. On lui demande de pouvoir s'entretenir avec lui. Il préfère fermer les services. Et les services sont fermés. Hein. Ça fait, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est ça? Donc ça fait déjà 10 jours. L'ARS est fermé. Donc on est en télétravail. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Voilà. Oui. Nous sommes en télétravail à l'ARS. Par contre, le personnel subit des pressions inadmissibles, insupportables, avec des mises en demeure pour ceux qui n'ont pas fourni, comme ils disent, un schéma vaccinal, des convocations à des entretiens préalables avant suspension. Oui. Donc nous avons dû agir, et c'est pour ça qu'on ne nous voit pas nécessairement dans des grandes manifestations. Nous sommes les pompiers qui sommes en train d'éteindre le feu partout dans tous les établissements. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la Martinique. Que ce soit dans le privé, dans le public ou avec les libéraux, l'intersyndicale, que je rappelle, il y a encore 9 organisations qui participent, continue ce travail de fourmi pour permettre et de rappeler à tout le monde qu'on ne peut pas aller et laisser faire de mettre des professionnels, de les empêcher de travailler
sur le seul postulat qu'ils ne sont pas vaccinés alors qu'ils ont travaillé depuis 2 ans sans être vaccinés dans les pires conditions, sans pour autant être des propagandistes du virus au sein des établissements. On aurait déjà su ça. Alors, sur cette question-là, nous avons dû faire interrompre ces entretiens avant suspension, parce que nous croyons et nous sommes persuadés que c'est une erreur fondamentale, parce qu'on a choisi plus une politique vaccinale, d'obligation, au lieu d'avoir une politique de continuité des soins. La continuité des soins, en ce moment, nous pouvons l'affirmer, elle est mise à mal, avec 700 arrêts maladie, avec des médecins qui s'en vont, avec des agents qui sont dans un état psychologique déplorable. D'ailleurs, nous avons demandé à la direction du CHU hier, encore une fois, d'organiser un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail extraordinaires sur l'état psychologique du personnel, qu'il soit vacciné ou non vacciné. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas vaccinés, on est en train de les poursuivre par tous les moyens, de les pister, de leur envoyer des messages, de faire l'encadrement, aller voir avec une liste les agents pour leur demander: es-tu vacciné? Pourquoi tu n'as pas fait les démarches? Ouais. Et de l'autre côté, on a aussi le personnel vacciné, doublement vacciné, qui a une échéance, c'est la 3e dose. D'accord. Alors tout le monde pensait au départ, voilà, j'ai la garantie, il n'y a aucun souci, je me suis vacciné. Les 2 doses, voilà. Tranquille. J'ai fait ce qu'il fallait pour pas non préserver ma santé, la grande majorité pour préserver mon emploi et mon salaire, et pouvoir continuer de vivre. Et qui se retrouve aujourd'hui avec une obligation de devoir prendre la 3e dose, parce que la Direction générale de la santé a sorti une note qui indique bien que les agents qui ont eu 2 doses, s'ils ne prennent pas la dose supplémentaire, ils perdent. Ils deviennent... Comme s'ils n'avaient rien fait. C'est comme s'ils n'avaient rien fait, ils deviennent suspendables. On peut, du jour au lendemain, après les convoquer pour les suspendre. Donc on est dans une contrainte organisée, moi je dirais même mafieuse, au niveau de la Martinique, pour contraindre le personnel à se vacciner, pour après sortir des chiffres et dire à la population: voyez, ils se sont tous vaccinés. Ouais. Et pourtant, on est au travail, toujours. Alors justement, comment vous faites? Vous faites des tests PCR pour savoir si vous avez la Covid ou pas, pour ceux qui n'ont pas pris les vaccins? Ben, il y a des tests, oui. D'accord. Il y a des établissements comme le CHMD, ex-Colson, qui introduit des tests. Il y a des centres médico-sociaux comme la DAPI. Il y a l'hôpital du Saint-Esprit qui font des tests pratiquement quotidiennement. Donc, il y a des dispositifs alternatifs qui sont possibles pour permettre qu'il y ait cette protection. Les pompiers aussi. Donc ces gens-là qui font des tests journalièrement, peut-être tous les 2 jours, est-ce qu'eux, ils risquent d'être envoyés parce qu'ils n'ont pas les vaccins? Ou bien ils peuvent continuer à faire des tests? Alors, si c'est un accord, en attendant, qu'on arrive à une solution martiniquaise et guadeloupéenne oui. de cette histoire d'obligation, oui, c'est viable. Parce que la réalité nous a montré 2 choses fondamentales. Il n'y a pas plus de contamination quand on fait ces tests-là, au sein des établissements. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont vaccinés ne sont pas contraints au test dans certains établissements. Et on a oublié, et on oublie trop souvent, et c'est un rappel de la réalité aujourd'hui, être doublement vacciné ou triplement vacciné n'empêche pas d'être contaminant. Ouais. Il y a eu des agents dans l'exercice de leurs fonctions en étant doublement vaccinés ont été contaminés. Et l'inverse s'est déjà produit aussi, que des doublement vaccinés contaminent des patients. Donc on est bien dans un retour à la réalité. La science s'est confrontée suffisamment aujourd'hui à la réalité. Et la réalité nous donne raison. C'est pas un hasard où est-ce que le président du conseil scientifique, M. Jean-François Delfrécy, caractérise ce vaccin
de vaccins médicaments aujourd'hui. Aujourd'hui, la Catalogne a supprimé le pass en indiquant que ça n'apportait rien à l'action sanitaire. L'Espagne, l'Italie sont en train de desserrer les taux. L'Angleterre aussi, je crois. L'Angleterre aussi desserre les taux énormément sur le port des masques, sur la question du pass sanitaire. Il y a lieu qu'en Martinique, on réfléchisse clairement et qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Parce que l'Organisation mondiale de la santé l'a bien déclaré. La multiplication des doses n'est pas une thérapie. Alors, l'arrivée d'Omicron, on disait, oh là là, s'il y a un mur, ce sera un tsunami, tout ça. Finalement, il s'avère que Omicron est très contagieux, mais peut-être, je ne suis pas scientifique, moins grave peut-être, voire moins de personnes en tout cas en réanimation. Est-ce que vous avez remarqué ça au Chine? Et puis, est-ce que probablement, si tout le monde est contaminé, peut-être que finalement, ce sera la fin de ce virus? Alors, c'est ce que déjà les organismes internationaux, l'OMS au niveau européen et au niveau international commencent à déclarer qu'il y a une possibilité d'avoir une immunisation de par la contamination générale avec Omicron, qui n'est pas un variant qui est très contaminant, mais qui n'est pas aussi dangereux du point de vue des hospitalisations et de la mise en réanimation des patients. On l'aurait déjà su, ils auraient déjà fait des gros titres. Et le gouvernement fait le dos rond sur ça. Ici aussi, les autorités, parce qu'ils donnent le nombre de tests, regardez bien l'évolution des informations. On nous donne le nombre de tests. Mais oui, et aujourd'hui, même les enfants, il faut les tester. Cas contact, dans la classe, il faut que tous les enfants soient testés. Donc, on a augmenté le nombre de tests. Les enfants aussi sont contaminés. Les enfants attrapent Omicron, comme les parents. Par contre, dans les établissements, nous n'avons pas constaté ce qu'on avait constaté en juillet et août. Avec Delta. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est surchargé au niveau du nombre de patients liés au Covid, au niveau de la réanimation, ni dans les services d'hospitalisation. Par contre, la grande difficulté que nous avons, c'est la possibilité d'avoir le nombre de professionnels à disposition. Parce que là, vous avez parlé de 700 personnes. Alors, il y a plus de 700 personnes qui sont en arrêt maladie au CHU simplement. Alors, on l'a pas comptabilisé sur l'ensemble des établissements. Ça doit bien chiffrer. On doit être bien plus au-delà du millier. Et c'est un problème. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, 700 personnes en moins, ça veut dire aujourd'hui, les gens qui arrivent à l'hôpital, sont-ils soignés ou sont-ils bien soignés? Est-ce qu'il y a le personnel nécessaire pour garantir la sécurité? La grande difficulté qu'il y a, c'est justement ça, avec le départ aussi de médecins en plus, qui s'en vont vu la situation. Alors on nous dit c'est la situation sociale, on en a vu d'autres de situations sociales aussi difficiles. Et là, il y a un ras-le-bol de tout le monde. Et il y a une déperdition au niveau des médecins, même ceux qui sont arrivés dernièrement, il y en a qui repartent. Et on ne peut pas non plus nous jeter l'opprobre ainsi en nous disant qu'on est responsable de ça, parce que ceux qui se sont battus le plus pour faire venir des médecins hors cadre Union européenne, c'est bien les organisations syndicales. Il devait y avoir 83 spécialistes qui devaient rentrer depuis l'année dernière, être recrutés et via l'ARS et les établissements, notamment le CHU. On n'a même pas le bilan. Parce qu'ils sont plus préoccupés aujourd'hui. On est scotché sur le Covid, sur une seule pathologie. On est scotché sur la vaccination et le reste des pathologies est mis de côté. Et ça, c'est un gros problème que nous avons aujourd'hui. La continuité des soins n'est vraiment pas assurée. La prise en charge globale de la population, elle est mise à mal. Alors quand vous attaquez dès le début sur les personnels libéraux, infirmiers. D'ailleurs, j'interpelle le Conseil de l'ordre des médecins à avoir aussi un peu moins de velléité
à interpeller des médecins qui essaient de tant bien que mal de soigner, parce que c'est leur rôle, dans leur cabinet, dans le secret professionnel, et qui ne se préoccupent pas parce que la mise en place de la prise en charge, même sur Omicron, l'organisation est toujours défaillante. Celle qu'on dénonçait en avril, mai, juin, juillet, août, c'est toujours pas bien mis en place. Et nous sommes en droit d'interpeller les responsables. Faut pas qu'ils croient, parce que je suis président du Conseil de l'Ordre, que la population ou que le citoyen ne peut pas vous interpeller. Alors nous vous interpellons fermement. Jouez votre rôle. La CRSA, c'est pareil. Monsieur Fanon, on l'interpelle fermement. Alors c'est quoi la CRSA? On en parle beaucoup ces jours-ci. C'est une commission régionale qui s'occupe de l'action sanitaire et pour l'autonomie. Donc sur le territoire de Martinique. Il y a 22 CRSA parce qu'il y a 22 ARS, Agence régionale de santé. La CRSA est là, cette commission est là pour donner des avis sur la politique sanitaire qui est mise en place. Alors, il y a quelque chose qui a fuité cette semaine, enfin la semaine dernière ou cette semaine, je sais pas, avec ATV où on a entendu des propos. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Une histoire d'argent, enfin bon, sur ce qui a été entendu? C'est inconvenant. Et quel que soit le biais sur lequel on analyse, ça peut être on a analysé sur le fait que bon, ça a été dit comme ça, la cantonade, c'est un peu de la rigolade. Nous sommes en situation où est-ce qu'il y a des gens quand même qui sont touchés. Et après on nous dit oui, 700, 800 personnes qui sont décédées. Ouais. Je ne viens pas hors cadre du plateau, même avec vous, à rigoler de ça. Donc, il faut garder quand même le cap. Et ce cap-là, on l'a déjà dit, on n'a cessé de le répéter. Il appartient à cette commission d'apporter les critiques, les avis quand il y a lieu de les apporter. Mais le rôle qui est donné aujourd'hui par le président de cette commission, de s'interposer entre nous, professionnels, et nos employeurs, ce n'est pas le rôle de la CRSA. Il y a tellement de choses à faire en Martinique. J'ai parlé tout à l'heure du centre Emma Ventura. Il faudrait que M. Fanon, en tant que gérontologue, revisite cet établissement. Il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Lorsque nous y étions, il y avait un ascenseur qui fonctionnait sur 4. Les appels malades qui permettent aux résidents d'appeler le personnel en cas de besoin ne fonctionnent pas. La morgue est accessible à qui veut. Ouais. Donc, il y a des portes abîmées, il y a des sols abîmés, il y a une situation qui mérite une attention particulière, une priorisation. Et ça coûte combien par mois pour un occupant? Un occupant, un résident, c'est 3 000 euros. 3 000 euros. Que le résident doit verser, soit avec ses prestations sociales, soit avec ses revenus de retraite, soit avec la famille, c'est 3 000 euros. Et vous avez entendu ce qui se passe en France en ce moment, là, avec une histoire de livre qui sort, Le Fossoyeur, où on montre comment les gens dans les EHPAD sont maltraités. C'est ce qu'on appelle, c'est pas nouveau, ça vient de sortir depuis plusieurs années, de la maltraitance institutionnelle. Mais en matière de gérontologie, la maltraitance a déjà été réglementée. On sait ce qu'est la maltraitance. Ce que nous décrivons là, c'est de la maltraitance vis-à-vis de nos aînés. Donc, au-delà du buzz que ça a pu faire, nous disons, oui, il faut que les autorités se préoccupent aujourd'hui un peu plus de la prise en charge de nos patients, nous donnent les moyens, comme on l'a toujours demandé, qu'on puisse accueillir correctement les gens qui viennent, qu'ils soient visiteurs, qu'ils soient hospitalisés, qu'ils soient de passage simplement pour un diagnostic. Je donne pour simple exemple l'ancien directeur du CHU de Martinique, M. Garel, à sa prise de fonction en août 2018. Je lui ai indiqué que et tout le monde pourra le vérifier, dès demain, si vous y passez, au rez-de-chaussée, en face de la petite cafétéria où est-ce qu'on vend un certain nombre d'alimentations. Sur la droite, il y a des toilettes. Depuis 2018, il n'y a pas d'abattant sous ces toilettes. Il n'y a pas de savon pour se laver les mains correctement. Il y a des difficultés, on regarde au niveau des tuyauteries, c'est tout sale, mais c'est public. Ouais.
Alors que les toilettes dédiées au directeur général soient nickel, qu'il y ait mis en place du code pour pouvoir entrer, accéder au secrétariat, qu'on ait dépensé pour mettre des caméras pour savoir qui passe dans les couloirs. Il me semble que ça coûte beaucoup plus cher qu'un abattant, qu'un sol dans des toilettes qui font, 4-5 mètres carrés, au maximum. Donc alors, c'est quand même inadmissible qu'on n'ait pas ces préoccupations du premier regard que les patients que nous sommes à l'avenir devraient avoir ce respect vis-à-vis de l'ensemble de la population. Alors pour terminer, franchement, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que tout ça change, que des choses rentrent dans l'ordre, que le gouvernement et les soignants puissent se mettre d'accord autour d'une table? Est-ce que vous avez bon espoir? Nous avons espoir parce que, premièrement, nous suivons l'actualité. Alors on nous a dit, nous n'étions pas des scientifiques, donc nous lisons les actualités comme tout le monde. Nous disons qu'il y a un vent qui montre et qui démontre qu'il y a véritablement quelque chose à changer. Cette histoire d'obligation vaccinale, avec ce qui nous est proposé comme produit aujourd'hui, n'est pas fiable et ce n'est pas viable. Ça va s'arrêter, ça. On nous a utilisés pour élaborer quelque chose qui aujourd'hui est devenu trimestriel, une injection trimestrielle. Donc on était bien dans un laboratoire, il y avait bien des cobayes. La deuxième chose que nous disons, c'est que nous avons bon espoir parce que nous avons réussi à résister, ce qu'on demande à l'ensemble des personnels de santé, mais à l'ensemble de la population. Les chiffres sont là pour le démontrer. Le taux de vaccination n'a pas évolué malgré le matraquage qu'il y a, les dépenses pharaoniques qui ont été faites pour faire de la publicité et ainsi de suite. On dit aux autorités simplement, vous n'êtes pas convaincus. La troisième chose que nous disons, c'est que nous nous accompagnons. Et nous sommes sur le port en résistance, il faut le dire, depuis le début du mouvement. Et ça, c'est typique parce que là, nous suppléons, de par nos organisations syndicales, l'intersyndicale, aux difficultés qui sont faites aux professionnels. Donc nous avons mis à disposition des professionnels des consultations de psychothérapeutes, de psychologues, de pédiatres, gratuitement. Ils peuvent s'inscrire et venir sur le port. Nous mettons des forums de discussion tous les samedis. Donc, samedi, il y a 15 jours, c'était sur la vaccination des enfants avec le docteur Jos Pélage. Samedi dernier, c'était sur les répercussions sur les enfants de toutes les dispositions qui sont prises. Masques, rupture scolaire, possibilité d'avoir des activités culturelles, et ainsi de suite. Ce samedi à 16h, nous avons un forum juridique sur tous les aspects juridiques qui peuvent être liés pour les professionnels vis-à-vis des dispositions qu'on leur impose, suspension, à partir de et ainsi quelle de heure? suite. 16h, le samedi au port. D'accord. Voilà. Monsieur Serge Haribo, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision et d'avoir donné ces éclaircissements parce qu'on ne sait plus quoi croire, des fake news à droite à gauche. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus d'être venu à Zouk Télévision. Oui, c'est très important et puis c'est surtout pour rappeler à la population, vous voyez, je suis toujours vivant. À bientôt. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.